Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 88.1 Campus Bordeaux à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport. Passeport est une émission musicale qui, à sa manière, fait disparaître les cicatrices de la colonisation, dont certaines sont représentées par ces frontières imposées aux États africains. Avec Passeport, nous allons parcourir l'Afrique de fond en comble, ce continent tellement dominé. Il est réduit en un vulgaire domino sur lequel se branchent toutes les puissances sans pour autant en respecter les polarités. Le résultat est là, pas fameux. Avec Passeport, nous disons halte aux raquettes que subit notre chère mère Africa. Oui, étrange Afrique, celle qui fait du neuf avec du vieux, ne jette rien, crée toujours avec une belle vitalité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 88.1 Campus Bordeaux à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport. Ismaïla, bonsoir. Bonsoir Alioune, bonsoir aux auditeurs de Radio Campus Bordeaux et aux fidèles auditeurs également de Passeport sur Radio Campus. Nous sommes très ravis de vous retrouver ce soir. Voilà, je pense que le plateau est bien garni ce soir encore. Hein, oui, et puis oui, on s'excuse que la semaine dernière, on n'a pas pu venir. Effectivement. Voilà, bon, c'est les aléas de la vie aussi. Effectivement, aujourd'hui, nous serons en compagnie de Khadim Ndoye. Khadim Ndoye, il était le président de l'Union des travailleurs sénégalais, UTCFA. Il est aujourd'hui le coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar, la mouvance présidentielle sénégalaise, à Bordeaux ou à Nouvelle-Aquitaine de manière générale. Donc, pour cette présente émission, nous allons parler de la loi d'immigration qui fait couler beaucoup d'encre actuellement en France. On a constaté qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Par contre, il y a eu une évolution de la situation, donc nous allons discuter de cela et terminer également avec la question de l'organisation des élections présidentielles au Sénégal. Bonsoir Khadim Ndoye. Bonsoir Ismaïla. Alors c'est un plaisir de te retrouver encore parce que la dernière émission remonte des préparatifs des élections présidentielles de février 2019. En effet, tout à fait. C'était toujours un plaisir de te retrouver, de vous retrouver et de toujours discuter des sujets qui concernent la communauté sénégalaise en particulier, mais aussi la France, le pays d'accueil dans lequel nous vivons. Merci beaucoup Khadim. Voilà, je pense qu'on a oublié de présenter aussi notre ami, M. Fall. Fall, lui, c'est un technicien. Il fait partie de ce qu'on appelle les hommes de l'ombre. Voilà, les hommes de l'ombre, c'est ce qui nous apporte tout ce dont on a besoin. Voilà. Et Khadim, d'abord... comment va la grande famille, l'Union des travailleurs sénégalais? Bonjour Alioune, merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à vos auditeurs et auditrices et vous souhaiter une année de santé, de fer et de prospérité, une année de paix. Merci, et de réussite dans tous les projets. Et comme tu viens de le dire, la communauté sénégalaise se porte bien, à mon avis. En tout cas, les dernières informations et à travers notre association qui est l'Union des travailleurs sénégalais, la communauté se porte très bien. Merci. Merci. Ismaïla. Alors, donc, on va enchaîner sur la question de la loi d'immigration. Donc, la communauté avait peur, les étrangers en France. Et quand on parle de cette communauté, on pense forcément aux leaders d'associations. Vous avez été pendant très longtemps le président de l'Union des travailleurs sénégalais. Une loi qui avait des points quand même qui faisaient peur à la communauté. Si je peux citer certains points comme l'accès différencié aux prestations sociales pour les étrangers, le délit de séjour irrégulier pour les étrangers, la caution, l'instauration du quota migratoire,
la caution retour pour les étudiants qui auraient dû la verser avant de venir étudier en France, les mesures qui restreignent le regroupement familial et les restrictions sur le droit de sol qui étaient des points quand même très redoutés par la communauté africaine ou les étrangers en France, mais qui fort heureusement a été recalé par le Conseil constitutionnel en tant que quelqu'un qui a eu à diriger des associations donc de la diaspora et de la communauté africaine. Quand vous avez eu écho de cette loi, avant que ces points ne soient recalés par le Conseil constitutionnel, quelle a été votre lecture de la situation ? Oui, je pense qu'en France, nous avons coutume de faire une loi sur l'immigration tous les 2 ans, depuis 1945. Et cette loi-là a été dans les projets principaux depuis que le président Emmanuel Macron a été élu pour un second mandat. Donc c'est un projet de loi qui devait démarrer en juin 2022, mais par les péripéties politiques, ça a été retardé. Et donc cette loi Darmanin, ou loi d'asile et immigration, l'objectif, d'ailleurs l'intitulé est pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Donc c'est l'articulation. Et donc tous les 2 ans, l'État français trouve que l'immigration pose quelques problèmes sociétaux à améliorer ou à rectifier. Et donc cette loi qui consiste à rendre la vie plus difficile aux immigrés sans papier, mais aussi ils avaient écrit, en tout cas, de ce qu'ils annonçaient, c'était d'améliorer aussi l'intégration de la communauté étrangère et donc faciliter l'asile. En tout cas, le traitement des dossiers devait être beaucoup plus accéléré, moins de 2 ans et d'autres. Mais actuellement, le groupe de la majorité présidentielle n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc obligé de négocier. Et donc, dans ces négociations, il y avait des lois qui étaient rajoutées qui n'avaient rien à voir avec la loi primaire de juin 2022, d'où le président de la République lui-même a saisi le Conseil constitutionnel, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que 2 groupes parlementaires, dont une 60aine de députés et une 60aine aussi de sénateurs, pour que le Conseil constitutionnel puisse rejeter une partie de ces lois-là. Sachant qu'en France, pour coutume, les lois sont faites en 3 temps. Donc il y a un texte qui est déposé, qui est examiné par le Parlement. Donc le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc s'il est examiné, donc qu'il y ait un vote, sur ce cas-là, il y avait des consensus entre les groupes parlementaires. Et donc le président doit promulguer cette loi-là. Mais cette loi peut être... on peut se rapprocher du Conseil constitutionnel si ce texte n'est pas en phase avec la Constitution. Donc le président lui-même s'était autosaisi auprès du Conseil constitutionnel parce qu'il y avait des éléments dont les listes que tu viens d'énumérer qui n'étaient pas du tout en phase avec la Constitution. Donc ça a beaucoup ému d'une part la population française, mais aussi la population immigrée. Parce que l'immigration est d'une certaine façon une chance, parce que nous, les immigrés, on fait le plus souvent les métiers les plus difficiles, les métiers où les temps horaires sont décalés, puisque nos familles sont en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et donc, ce qui fait que les métiers de docker, qui sont difficiles, les métiers de l'automobile et d'autres métiers en tension, où il n'y a pas de bras, ou bien la communauté française n'a plus assez de ressources humaines pour le faire. Et c'est cette population immigrée qui le fait. Et en général, c'est des métiers pénibles et qui sont sous-payés. Ce qui fait que cette population immigrée, dont nous en particulier les Sénégalais, on occupe ces postes-là. D'ailleurs, si tu remarques Bordeaux, les principaux travailleurs immigrés, ils travaillaient chez Ford, donc ils faisaient des métiers de nuit, 2-8, 3-8, ceux qui connaissent l'industrie. Donc c'est des travails avec des horaires décalés. Mais l'humanité se faisant, donc il a été accepté qu'il y ait d'autres avantages, dont du type regroupement familial, droit du sol, parce que quand votre famille vous rejoint, vous avez des enfants ici, ces enfants, ils deviennent les enfants de la République, d'où le droit du sol. Maintenant, quand vous travaillez ici, vous cotisez ici, vous avez droit à ce qu'on appelle
des allocations familiales. Donc, c'est des aides qui sont faites pour les familles qui vivent en France. Et donc, ces aides-là ne doivent pas être discriminatoires, parce que si vous êtes d'origine immigrée, vous perdez, ou bien vous n'en avez pas le droit pendant 5 ans, alors que vous travaillez déjà, vous remplissez toutes les conditions de famille, donc vous devez en réjouir, y compris pour les étudiants. Donc c'était une loi qui nous a beaucoup heurté, mais qui n'avait pas de sens humain, et donc le président lui-même s'était autosaisi, mais on peut dire que c'était des arrangements politiques. Donc il y avait des choses qui étaient mises dedans, mais qui n'avaient pas leur place. Alors on parlait d'une loi discriminatoire envers cette communauté d'immigrés. Est-ce que vous aviez ce sentiment ? Oui, je pense que la population immigrée est plutôt une chance, parce que c'est une population qui arrive dans un territoire avec une certaine maturité. Moi, je pense que quand on arrive dans un pays en étant majeur, où les 18 premières années de sa vie, c'est son pays d'origine qui investit, et à ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup de capacités, vous êtes assisté, vous arrivez à un âge de maturité où vous avez de la force de travail, une petite formation courte vous permet d'être dans le métier de travail en tension, donc c'est plutôt une chance. Maintenant, nous, les organisations associatives communautaires, je pense qu'on a perdu du terrain sur la revendication, parce que notre association Union des travailleurs sénégalais, à une époque, et je pense toujours que c'est dans l'architecture de l'organisation, nous avons une commission revendication. Et cette commission de revendication nous permettait de plaider notre cause, parce que c'est comme ça que ça marche dans toutes les structures, que ces immigrés puissent dire comment les conditions de vie pour eux-mêmes puissent s'améliorer. D'où ce droit du sol pour nos enfants qui sont nés ici, et aussi les mêmes droits que les travailleurs avec qui ils partagent les mêmes plateaux de travail d'usine, qu'ils puissent avoir ces mêmes allocations. Donc c'était une loi inefficace qui instrumentalise le droit au séjour et bafoue la dignité et l'égalité entre les citoyens qui vivent dans ce territoire-là, appelé la France. D'ailleurs, je fais une petite contribution quand tu parlais de la revendication. L'Union des travailleurs sénégalais, c'est UTSF-AR, Action revendicative. Tout à fait. Voilà. Donc c'est tout à fait légitime que cette association puisse descendre sur le terrain. D'ailleurs, tu l'as bien souligné qu'on a perdu du terrain à ce niveau-là, le niveau de revendication. Je ne sais pas c'est dû à quoi ça. Je pense que, après, je suis un ancien, donc peut-être que j'ai plus la parole libre, parce que l'association, vu que, comme tu l'as souligné, il y a action revendicative, et donc il y avait une période où on avait quelques difficultés avec les autorités locales concernant les subventions, parce que certaines thématiques ne pouvaient pas être subventionnées parce que c'était des actions syndicales. Or, des actions syndicales, peut-être, une bonne partie doit être financée par les cotisations des membres. Donc, il y avait des interférences dessus, et il nous avait été même demandé d'enlever cette terminologie-là, action revendicative. Mais vu que c'était le socle de base, parce que le communautarisme, en principe, c'est pour défendre les intérêts de cette communauté-là, et d'où la revendication. Et donc, les membres avaient dit, quel que soit Alpha, nous, on est attachés à cela. Nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes une association communautaire, sans pour autant être communautariste, parce que nous avons cultivé le bien vivre ensemble, et c'est une association très reconnue, et qui a beaucoup fait pour qu'il y ait des ententes entre toutes les communautés. En tout cas, l'intégration de la communauté sénégalaise à travers cette structure, elle est saluée et toujours appuyée par les autorités locales. Mais l'action revendicative pose des problèmes, et donc je pense que c'est petit à petit qu'on a perdu ainsi le fil des revendications, mais ça reste quand même un credo très important pour nos membres. Et ça nous permettait aussi de s'approcher
à d'autres structures. Et par exemple, ne serait-ce que avec Air France, on avait une convention pour que quand on repartait au pays, on avait le double du poids qu'on pouvait transporter. Donc, par exemple, s'il y avait 23 kilos, si vous êtes membre de l'association, vous pouvez amener 46 kilos. Et aussi avec des tarifs préférentiels au niveau des billets. Donc, il y avait des avantages. Et ceci dit, ces revendications permettaient, parce qu'aujourd'hui, un sac de 23 kilos, vous payez 130 €. Si vous multipliez le nombre de membres, ça fait des milliers d'euros. Et donc, c'est une manque à gagner pour l'aviateur, mais ça resterait dans le portefeuille de nos membres et ce qui permettait quand même d'avoir beaucoup plus de ressources. Donc, d'où l'utilité de pouvoir le remettre en selle. Mais pour cela, il faudrait des bénévoles qui puissent occuper ces postes et être très actifs. Ismaël, tu continues? Par rapport à ces bénévoles, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quand même un certain désintéressement de la part de la communauté à l'endroit de l'association? C'est que le bénévolat n'est pas simple parce que quand vous êtes immigré, vous arrivez, vous travaillez, vous avez la famille, votre agenda personnel et familial est très chargé. En plus, il faudrait s'investir davantage sur une association qui demande beaucoup de disponibilité. Et donc, les membres préfèrent plutôt venir assister et participer aux manifestations que d'être acteurs, porteurs de projets. Donc, les anciens, ils étaient beaucoup plus actifs que les jeunes d'aujourd'hui. Hein, ça, je peux le dire sans retenue. Donc, c'est un engagement personnel. Et bien, je pense que les jeunes devraient reprendre ce flambeau et dire que ce sacrifice-là a été mené par d'autres. Et donc, si on a cet héritage, c'est pas pour être dans la facilité et dire ça y est, c'est déjà acquis. C'est un combat permanent. D'où les jeunes de dire que cette énergie qu'il faut déployer, il y en a d'autres qui l'ont mis pour que cette reconnaissance-là puisse être eue et que aussi il y a ce travail qui a été déjà fait par les prédécesseurs. Merci Khadim. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport. On discutait là donc de la loi immigration-asile qui a été débattue pendant très longtemps ici en France et que le Conseil constitutionnel s'est prononcé et a recalé certains points très redoutés par les immigrés. Si Alioune a quelque chose à nous proposer avant de passer par la deuxième partie. Je pense avant de passer à la deuxième partie, on va écouter un peu de musique, on va se replonger un peu dans l'ambiance du Sénégal. Oui, d'ailleurs, cette loi-là, le tiers de ces lois a été rejeté. Donc, c'est une loi qui n'était pas du tout digne de ce pays d'accueil humaniste qui est la France. On écoute un peu de musique. On va partir avec Pape Diouf, voilà, du Sénégal. Et puis... sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamale wule dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom yàlla sunu borom fa bindu doomu aadama waaye yamalewu leen dafa may kii lu tuuti kii lu ne gàññ kii lu yam kii dara loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom yàlla ni waaw yow nga ni déedéet booba sunu borom day bëreel mbër bu yàlla samp mëne su ko daaneel gaañu tey leen di jëng ca kaw dinaaw kaw la mëne baragi ci suuf di dox suuf la mëne loolu daal mbiru yàlla looy yàlla mooy sunu borom du dañ 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 yàlla ko def waaw du dañ du dañ du dañ du dañ du dañ
yàlla ko def yàlla ñëpp la fi nekkal yàlla ñëpp la fi nekkal saa yoo ko gëmee génn ci jaamu leen ko balaa ñaaw ginnaaw yónneen dem naag saabaan ya 20h passées de 22 minutes, vous êtes à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport et c'était à l'instant Pape Diouf, un artiste sénégalais. Nous sommes sur ce plateau avec Khadim Ndoye, je vous l'ai présenté tout à l'heure, il est l'ancien président de l'Union des travailleurs sénégalais. Il est aussi le coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar à Bordeaux, mouvance présidentielle. Alors, on va enseigner sur cette question. Et je pense aussi entrepreneur. Entrepreneur également. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, la question politique est tellement puissante que... Alors, mais parlant de votre poste de coordonnateur général de la coalition Benno Bokk Yakaar à Bordeaux, donc quand j'ai préparé cette émission tout à l'heure, on m'a soufflé que... ce poste occupé anciennement par M. Amadou Baldé, le processus de transmission ou de passation du poste ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Alors, comment êtes-vous devenu, Khadim, coordonnateur général de ce mouvement? Oui, en fait, moi je suis issu du Parti Socialiste. J'ai adhéré au Parti Socialiste depuis 1995 au Sénégal. Et comme vous l'avez remarqué, on est dans une coalition Benno Bokk Yakaar où il y a le parti APR, Alliance pour la République du président Macky Sall, il y a le Parti Socialiste dirigé par Madame la secrétaire générale Aminata Mbengue, AFP, et d'autres partis. Et donc, tous ces partis-là se sont retrouvés à faire une coalition Benno Bokk Yakaar. Et donc ici à Bordeaux, je suis le responsable du Parti Socialiste. Amadou Baldé est le responsable de l'APR. Donc c'est le coordonnateur de l'APR. Et aussi, on a d'autres personnes qui sont les responsables d'autres partis. UCS, AFP, tout le monde les représente. Alors, le Benno Bokk Yakaar, c'est un regroupement de tous ces partis-là. Donc Amadou Baldé n'a jamais été coordonnateur de Benno Bokk Yakaar. Donc il y a deux structures différentes qui est la coordination de l'APR et la coordination de Benno Bokk Yakaar. Alors Benno Bokk Yakaar, on ne l'a jamais coordonné depuis tout ce temps-là. Il s'est avéré qu'on a perdu 2 élections dernièrement. Et comme on n'a fait aucune réunion de débriefing et d'organisation, on s'est dit il va falloir restructurer cette majorité-là. Et donc, des réunions ont été entamées. Nous nous sommes retrouvés dans une salle où on a convié tous les membres de la majorité présidentielle. Donc, il y avait tous les coordonnateurs, y compris Amadou Baldé lui-même. Et donc, on a dit, vu que cette structure-là, cette assemblée, c'est Benno Bokk Yakaar, on va le structurer. Et donc, pour le structurer, il faut un coordonnateur et un bureau. Et c'est ainsi qu'on a discuté. Sur les 22 responsables qui étaient là, tout le monde était d'accord pour former une coordination de Benno Bokk Yakaar. Amadou Baldé s'est abstenu. Donc, il a dit qu'il fallait qu'il demande les autorisations. Sauf que ce jour-là, il y avait les membres de son propre bureau de l'APR qui étaient là. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, les anciens, les femmes, les jeunes, les étudiants, tout le monde qui était là, ils ont dit, on forme ce bureau-là. Et les anciens ont proposé ma personne en tant que
pour coordonner tout cela. Et c'est comme ça que j'ai été désigné coordonnateur. Il y a un consensus. Et ce consensus lui-même, on l'a adoubé avec un vote à main levée, qui s'abstient, qui s'oppose. Et personne ne s'est abstenu, personne ne s'est opposé. Et chaque poste a été fait ainsi. Donc, je suis le coordonnateur de Benno Bokk Yakaar. Mon adjointe, qui est la coordinatrice adjointe de Benno Bokk Yakaar, elle est issue de l'APR. La secrétaire générale, elle est issue de l'AFP. Et ainsi de suite, à tous les postes, on a respecté la répartition aussi bien en termes de représentation de partis politiques, mais aussi bien en termes de parité entre les hommes et les femmes. Alors, vous êtes coordonnateur de cette coalition qui a perdu 2 élections, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de remobilisation et êtes-vous optimiste quant à une victoire de votre mouvance ici en Nouvelle-Aquitaine? Nous sommes optimistes parce que l'électorat de la communauté sénégalaise dans la région n'est pas la propriété privée d'aucun parti. Dans le passé, on a voté majoritairement pour le Parti socialiste, qui est mon parti d'origine, pour Abdoulaye Wade, pour Macky Sall. Et là, nous allons vers une nouvelle élection présidentielle où aucun chef de parti politique n'est candidat. C'est Amadou Ba qui est candidat, qui a eu la confiance des chefs de parti et par extension des militants. Et donc, je convie les Sénégalais à découvrir cette personnalité, cette commis de l'État, qui est notre actuel Premier ministre. Et donc, nous sommes sur le terrain pour convaincre les gens, pour avoir des parrainages. Nous en avions eu pas mal. Et nous demandons aux Sénégalais de faire confiance à l'avenir, un avenir de paix, de stabilité, mais aussi de continuité sur tous les grands projets que le président Macky Sall a réalisés au Sénégal. Alors, la désignation de Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas fait l'unanimité au Sénégal. Est-ce qu'à votre niveau, ici en Nouvelle-Aquitaine, toute la coalition s'est mise d'accord sur cette question? Pour ma part, il n'y a pas de problème. Comme je viens de le souligner, seul Amadou Baldé s'était abstenu et ceci ne l'a pas empêché derrière de venir à toutes les réunions que je convoque qu'il s'agit de Benno Bokk Yakaar. Et d'ailleurs même, je pense que le poste qu'il dirigeait en termes de coordonnateur, il a été changé. Il n'est plus coordonnateur actuellement. D'ailleurs même demain, il y a une réunion avec la nouvelle coordinatrice qui est la personne de Zainab Dia, puisque maintenant il travaille au consulat et donc il ne peut pas cumuler, à mon avis, ces 2 fonctions-là. Et ce qui fait que, et pour d'autres raisons peut-être, mais actuellement, Amadou Baldé n'est plus, non seulement, il ne dispute plus le poste de coordonnateur de Benno Bokk Yakaar, mais il n'est même plus le coordonnateur de l'APR. Donc, sur ce plan, je n'ai pas de souci majeur. Et le candidat Amadou Ba, comme dans toute assemblée, on ne peut pas avoir l'unanimité absolue. Je pense que même nous, en termes de religion, on est des musulmans, il y a des chrétiens, et ça fait plus de 2000 ans, et ça continue. D'ailleurs, c'est un peu dommage encore que les humains continuent de s'entretuer au nom de Dieu. En tout cas, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et en plus du même Dieu d'ailleurs, ça fait plus de 2000 ans. Et tout à l'heure, Ismaël a évoqué ce recul de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il y a eu 2 élections, je pense que vous avez reculé. Quelle analyse faites-vous de ce recul? Pourquoi vous avez perdu du terrain, étant donné que vous êtes le parti au pouvoir? Je pense que d'une part, on n'était pas organisé en tant que Benno Bokk Yakaar à Bordeaux, parce qu'au Sénégal, peut-être qu'il y a le Benno Bokk Yakaar au niveau des chefs de parti, et peut-être au Sénégal aussi c'était structuré, mais ici à Bordeaux, on ne l'a jamais fait. Donc chaque parti travaillait de son côté, et à l'approche des élections, on se faisait quelques réunions pour pouvoir finaliser l'élection. Donc on n'a jamais travaillé dans une équipe collégiale parce que nous avons d'une part le même électorat et d'autre part nous travaillons pour les mêmes intérêts, c'est-à-dire pour la même coalition. Et on ne l'a jamais fait. Maintenant, cette année, on le tente et je pense que ce serait pas mal. Et d'autre part, au sein de l'APR, il y avait beaucoup de difficultés internes où ils se tiraient le tapis sous les pieds. Bon, c'est de la bonne guerre, même si ça nous était fatal.
Et donc, il y a eu des votes de sanctions, ce qui ont fait que la majorité a perdu du terrain ici. Et qu'aussi, peut-être, il y a d'autres velléités qui ne sont pas qu'internes ou locales, parce que Bordeaux est quand même un peu délaissé par l'équipe présidentielle, parce que sur 12 ans, on n'a pas eu la visite du président de la République, ça c'est à regretter. En tout cas, là je remets mon manteau d'action revendicative de la communauté. Et pourtant, Abdoulaye Wade venait ici. D'ailleurs, si on se réfère à l'histoire, c'est l'association des travailleurs sénégalais qui a vu Abdoulaye Wade revendiquer un consulat général. Donc je pense que tu peux mieux témoigner que moi, Ali. Tu étais là, tu faisais partie. Oui. Mais comme je suis dans la transmission, je suis au courant de ces actions-là. Et Abdoulaye Wade a promis un consulat, il l'a fait. Et d'ailleurs même, il a même acheté un immeuble pour ce consulat-là. Et nous en sommes tous fiers. Et Macky Sall n'est jamais venu. Et on a connu aussi une fermeture provisoire de ce consulat qui a entraîné beaucoup de peur et de mécontentement. Donc forcément, il y aurait des votes sanctions dans ce sens-là. Nous avons perdu beaucoup de terrain. Mais tout ça s'est normalisé de nouveau. On a retrouvé un nouveau consulat général avec la nomination de M. Diallo, qui est actuellement en exercice et qui fait un excellent travail. Et je pense que la communauté sénégalaise a retrouvé ses locaux. Le travail de terrain continue, l'efficacité administrative est là. Donc je pense que nous avons beaucoup d'avantages à discuter avec les Sénégalais et leur convaincre que maintenant ça c'est le passé. Maintenant on a un nouveau candidat qui est Amadou Ba, à qui on peut faire confiance pour une efficacité pour la suite de la transformation du Sénégal. À rappeler aussi que Abdoulaye Wade est venu à Bordeaux parce qu'il devait recevoir une distinction. C'était ça. C'était ça. C'était ça parce que docteur honoris causa, il devait le recevoir, donc forcément il est venu pour ça et donc il en a profité pour rencontrer les Sénégalais. Et cette rencontre aussi ne s'est pas très bien passée parce qu'il avait sorti des choses, je ne sais pas si tu étais dans la salle, j'y étais pas. À Mériadec, au moment où il disait aux Sénégalais, faites des études utiles. Il a commencé à énumérer des études qui n'étaient pas inutiles. Il a dit comme par exemple ne vous lancez pas dans la sociologie, des choses comme... Et ce qui avait énervé beaucoup de Sénégalais ce jour-là, et certains étaient partis en colère. D'accord. Et d'autre part, sur le candidat, sur votre poulain Amadou Ba, quel est son profil, quels sont ses atouts qui puissent vous faire espérer que vous pouvez gagner? D'accord. Permets-moi juste de compléter sur le cas de Bordeaux, parce que Bordeaux a une situation particulière avec l'Afrique, et particulièrement le Sénégal. Les premières universités qui étudiaient les maladies tropicales étaient à Bordeaux. Tous nos grands dirigeants du Sénégal sont formés à Bordeaux. Bordeaux était le deuxième port mondial à part celui de Londres. Le premier consulat général des États-Unis dans le monde a été ouvert à Bordeaux. Donc, je pense que nos acteurs et dirigeants devraient plus souvent venir à Bordeaux, et particulièrement le président de la République. Notamment donc, un des présidents, Abdou Diouf, qui a fait le lycée, je pense, Montaigne. Bah, tout à fait. Donc, il y a une très belle histoire qui lie Bordeaux et notre territoire, en particulier le Sénégal. Donc, nous demandons que Amadou Ba, en tout cas dans ses prochaines visites, puisse venir à Bordeaux. En tout cas, nous, c'est dans nos cahiers de charge. Nous souhaitons faire venir ici des autorités du Sénégal et dont notre candidat Amadou Ba, si c'est possible. En tout cas, s'il nous entend, il serait très bien accueilli par la diaspora. Et cette diaspora bordelaise-là n'est pas des casseurs de consulat, même s'il y en a eu quelques brebis galeux qui ont décroché le portrait du président Macky Sall, mais les Sénégalais de Bordeaux sont très structurés. En tout cas, il y a une belle communauté et il serait très très bien accueilli. Maintenant, pourquoi le candidat Amadou Ba? Nous, on est des militants avec une éducation politique. On fait partie du Parti socialiste, donc à l'école du parti. Amadou Ba a eu la confiance de nos leaders et donc nous ne pouvons que respecter ce choix-là, qui d'autant plus
nos leaders ont respecté leur part en faisant la consultation de la base, en faisant un congrès d'investiture, en tout cas particulièrement pour le Parti socialiste. Et je sais que toutes les autres structures l'ont fait, l'AFP l'avait fait, le Conseil national de l'APR l'a fait, et tous les autres partis ont investi Amadou Ba. Amadou Ba, c'est un commis de l'État. Il était un grand fonctionnaire, directeur général des impôts, ministre des Affaires, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères. Actuellement, il est élu député et Premier ministre sous Macky Sall. Donc, il avait tous les atouts, toutes les compétences pour diriger le Sénégal. Et en plus, avoir la confiance des grands leaders, ce qui nous rassure davantage. Donc, nous sommes prêts pour se battre, pour l'élire au premier tour, le soir du 25 février. Alors, avant l'officialisation de la candidature de M. Amadou Ba, au sein du Parti socialiste, il y avait quand même des personnes qui s'étaient signalées, qui étaient intéressées par ce poste de candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je peux citer l'exemple de votre responsable de communication, M. Wilane. Qu'est-ce qui les a convaincus à laisser Amadou Ba être le candidat du Parti socialiste? D'ailleurs, Wilane, s'il nous entend, je lui passe le bonjour, qu'il doit partir demain en voyage. D'ailleurs, il suit l'émission certainement, il est au courant. On en a discuté tout à l'heure. Non seulement c'est un grand ami, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien au Parti socialiste parce que, en tant que porte-parole, il nous apporte toutes les bonnes informations et les discussions du bureau politique, les discussions de la direction et de la majorité présidentielle. En tout cas, le suivre permet de savoir où va cette majorité présidentielle-là. Et c'est un député très compétent, aussi, non seulement du Sénégal, mais de la CEDEAO aussi. Et donc, c'est quelqu'un qui peut nous apprendre beaucoup de choses encore. Maintenant, Wilane est un homme politique. Il a droit à avoir des ambitions politiques, y compris même devenir président du Sénégal. Et on salue cette ambition-là, y compris pour d'autres qui ont quitté le Parti socialiste pour ces mêmes raisons. Mais quand vous êtes dans un parti, il y a le choc des ambitions, certes, mais le cadre doit rester. Nous sommes une association, nous discutons, nous débattons, et à un moment, nous tranchons par un vote ou par un consensus. D'ailleurs, le consensus, c'est une forme de vote. Hein. Et si le parti, après discussion, après évaluation, décide que le parti lui-même n'aura pas de candidat, ben, tout le monde doit s'arranger sur cette décision-là. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Wilane. Jean-Baptiste Diouf, qui est maire de Grand Yoff, à qui aussi j'adresse des salutations distinguées, que j'ai eues il n'y a pas longtemps. On était ensemble pour rendre hommage à Feu Senghor, avec la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye et d'autres délégations, Mar Diouf, ancien chef de cabinet de Senghor, et d'autres responsables. Donc tous ces membres du Parti socialiste avaient leurs ambitions, mais quand les choix sont faits et que la décision elle est validée, il faut se ranger derrière. Et c'est ça le principe de la démocratie. Alors, un parti comme le Parti socialiste, c'est un parti historique et traditionnel à la fois, parce que c'est le premier parti à avoir gouverné le Sénégal avec le président Senghor. Quand aujourd'hui, ce parti accepte de se ranger derrière une formation créée en 2008, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a un régressement de la part de ce parti ? Non, pas forcément, parce que il n'y a rien qui est éternel, à mon sens, hein, à part certains dogmes. Mais là, c'est un parti politique et dans nos textes, c'est prévu que notre candidat peut venir du parti, peut venir de la société civile et peut venir aussi de notre parti. Donc, c'était une intelligence collective qui est intérieure, mais qui a encore son sens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, du fait que le Parti socialiste investit Amadou Ba comme candidat, c'est quelque chose de logique et qui est de bon sens. Aujourd'hui, le Parti socialiste, dans le schéma actuel, n'est pas en posture de remporter une élection, puisque nous étions dans une majorité présidentielle avec Macky Sall, avec qui nous avons travaillé 12 ans, avec des très bons résultats. L'intérêt du Sénégal prend le dessus. Donc, nous avons décidé que cette coalition-là, nous ne serons pas les premiers
a provoqué sa déchéance. Nous devons la consolider, la bonifier, et d'où nous voulons que d'autres personnalités ou groupes de mouvements sénégalais qui étaient contre puissent venir et apporter leur concours. Donc c'est un parti qui est très vivant, parce que le dernier congrès, nous étions 10 000 personnes, et avec des 14 régions qui étaient venues, et même la diaspora sénégalaise qui était représentée. Et il y a une très belle dynamique. En tout cas, c'est un parti qui a un passé, mais il n'est pas le passé. Est-ce que vous n'avez pas aussi ce sentiment que c'est des partis qui sont, je ne veux pas utiliser le terme, mais qui sont un peu morts, parce que quand on voit l'exemple du Parti Socialiste, l'exemple de l'AFP, de l'URD, de beaucoup de partis traditionnels qui aujourd'hui ne mènent plus la danse au niveau politique, parce que les partis qui aujourd'hui sont les plus visibles, c'est l'APR qui est né en 2008, il y a le parti de Ousmane Sonko, même s'il est dissous, mais ce sont des formations qui aujourd'hui mènent la danse au niveau national. Est-ce que les partis traditionnels ne sont pas un peu dépassés par la situation aujourd'hui? Ce que je peux témoigner, et j'espère que tu en conviendrais avec moi, le seul parti politique qui existe au Sénégal, si je peux dire sans nous jeter des fleurs, c'est le Parti Socialiste. C'est le seul parti où le leader de parti n'est pas le propriétaire du parti. Le Parti Socialiste, Senghor est parti, Abdou Diouf est parti, Ousmane Tanor Dieng est parti, et Madame la secrétaire générale Aminata Mbengue est là, et elle dirige le parti dans les règles de l'art du parti. Mais il y a eu quand même des membres qui ont été exclus du parti parce qu'ils ont revendiqué des congrès. Mais c'est pour cela que je dis dans les règles de l'art du parti. Donc il y a des textes internes que tout le monde doit respecter, il y a des échéances, il y a des calendriers. Aujourd'hui, les autres partis, rien que le PDS qui sous Abdoulaye Wade, vous ne les voyez plus avec la même dynamique que nous. Ils ne peuvent plus le faire. Et d'ailleurs, après le père, c'est le fils. C'est comme si on dirait que c'est un patrimoine familial. Le Parti Socialiste, ça n'existe pas. Vous êtes un militant, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Après, il y a des responsabilisations qui se font, mais avec des critères bien définis. Donc, le leader du parti n'est pas le propriétaire du parti. PDS, c'est Abdoulaye Wade. Après, c'est son fils Karim Wade. Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent réclamer. Et Macky Sall, qui est le patron de l'APR, j'espère que l'APR survivra après Macky Sall. Maintenant, les nouveaux partis... Mais aussi, nous on a un problème. Je ne vais pas dire que tout est beau chez nous. Ce qui se passe chez nous, et je peux le dire sans problème, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel qu'on n'a pas réussi. Parce que le parti a formé des hauts responsables, parce qu'à l'école du parti, des gens qui ont été très bien formés, mais qui ne sont pas responsabilisés. Et donc, quand ils sont frustrés, ils ont des propres ambitions aussi. Donc, ils vont aller dans d'autres structures dans lesquelles ils peuvent mieux prouver leur talent. Ce qui fait que on a des gens comme Barthélémy Diaz, Khalifa Sall qui sont partis et qui sont des acteurs politiques sénégalais bien connus et identifiés et qui ont du mérite et pourtant ils se réclament du Parti Socialiste, mais que vous ne reconnaissez plus comme ils n'ont plus l'étendard Parti Socialiste, en tout cas pour battre campagne. Et c'est dommage pour nous aussi. Alors, il y a cet exemple de Khalifa Sall, de Barthélémy Diaz. Il y avait aussi Aïssata Tall Sall qui avait créé aussi son propre mouvement, Oser l'avenir. Alors, dans les textes du Parti Socialiste, vous dites que vous n'acceptez pas un courant parallèle au Parti Socialiste. On ne peut pas être membre du Parti Socialiste et diriger un autre mouvement. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une certaine forme de ne pas accepter de dictature exactement au sein du parti? Non, c'est que quand on est dans un parti, c'est le parti qui prend le dessus. Vous pouvez avoir l'émotion, ça existe, hein, des courants de pensée internes, il y en a beaucoup. Mais ceci ne va pas hors ligne du parti. Donc vous pouvez avoir un courant de pensée qui défend un seul axe. D'ailleurs, le parti a une dynamique et donc les choses bougent. Ce qui fait qu'on peut être socio-libéral et être dans le Parti Socialiste. On peut être communiste et être dans le Parti Socialiste. Il y a des courants de pensée qui défendent tels axes pour une organisation sociétale, économique.
Mais il faut le faire dans la ligne du parti et non en opposition, ou bien quand le parti a discuté et tranché, que vous ne vous alignez pas sur la ligne du parti, là, forcément, vous ne serez plus en phase avec les textes et règlements du parti. Alors, on va revenir sur l'élection présidentielle avec notamment la candidature d'Amadou Ba toujours. Certains disent que la validation des candidatures de certains membres de l'opposition, comme Bassirou Diomaye Faye, Boubacar Camara, Habib Sy ou encore Cheikh Tidiane Dièye, n'arrange pas aujourd'hui la majorité présidentielle. Et on a vu même Amadou Ba, candidat de la mouvance présidentielle, déposer un recours pour l'invalidation des candidatures de Diomaye Faye et de Cheikh Tidiane Dièye. Est-ce pas ça ne confirme pas la peur du côté de la mouvance présidentielle? Non, je pense que c'est plutôt un attachement pour le Sénégal. Moi, je pense que le Sénégal est un pays très sérieux et donc nous ne devons pas le laisser aux apprentis politiques. Cheikh Tidiane Dièye, qu'est-ce qu'il a dirigé au Sénégal? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un Sénégalais méritant. Mais niveau des affaires politiques du Sénégal, je ne l'ai jamais vu diriger une grande structure. Les Bassirou Diomaye Faye et les autres, c'est des débutants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de mérite. Ce n'est pas une raison aujourd'hui pour demander l'invalidation de leur candidature quand même. Non, c'est pour juste montrer qu'il y a un attachement et du sérieux qu'on doit toujours garder dans le sens politique. Vous savez, le Sénégal, c'est un héritage colonial. On n'est pas un État qui a une longue histoire. On existe depuis 1960. Et donc, le père de la nation, Senghor, a construit une nation d'abord. Et aujourd'hui, cet ancrage-là, tous les Sénégalais, ils sont très contents, même s'il y avait des velléités politiques à son époque, d'où l'emprisonnement de Mamadou Dia et d'autres. Donc il y avait beaucoup de tensions politiques à son époque. Mais pour construire, il y a des moments où une certaine opposition, vous êtes obligé, dans un sens, de les maîtriser, parce que sinon, vous n'avez plus d'État. Et donc, on a vu le comportement de l'ancien parti ex-Pastef, qui était toujours violent, qui empêchait les Sénégalais de vivre paisiblement, qui croyait que même c'était eux l'État à la place de l'État, et qu'ils avaient de compte à rendre à personne. Et donc, l'État doit reprendre son devoir, parce qu'il a déjà les droits. Mais son devoir, il devait l'appliquer. Et donc, Bassirou Diomaye Faye, actuellement, qui est dans les entraves de la justice, est en prison. Même si légalement, il peut être candidat, je vois mal comment on peut être en prison et battre campagne. Et je vois mal comment l'État va lui donner une dérogation pour qu'il puisse battre campagne et retourner en prison, ou bien être un candidat qui est dans des procédures judiciaires. Je pense que le Sénégal mérite beaucoup. Mais est-ce que là, c'est pas aussi, ça ne montre pas une certaine faiblesse de notre justice? Parce que depuis qu'il est en prison, il n'a pas été jugé et aujourd'hui, on ne peut pas dire s'il est coupable ou pas. Donc forcément, ça ne peut pas être un empêchement pour lui de briguer le suffrage des Sénégalais. Non, parce que comme il n'était pas encore condamné, la jurisprudence lui permet de pouvoir être candidat. Mais c'est sa liberté de circuler ne peut pas être la même que n'importe quel candidat puisqu'il est déjà dans les entraves de la justice. Il a déposé une demande de liberté provisoire par ses avocats pour pouvoir aussi avoir les mêmes chances que les autres candidats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous également? Je pense, personnellement, qu'il ne doit pas sortir de prison pour aller battre campagne parce qu'il y a déjà une raison. Non, ce n'est pas parce que ça ne nous arrange pas, parce qu'il y a déjà une raison pour laquelle il est en détention. Tant que cette raison-là n'est pas épuisée, sa liberté ne peut pas lui être accordée, sinon il faudra le juger de suite pour trancher ce point-là. Tant que ce point-là n'est pas tranché et qu'il doit être détenu en attente de jugement, je pense que cette détention doit continuer. Maintenant, la jurisprudence lui donne droit de pouvoir être candidat puisqu'il remplit les conditions et qui n'est pas encore condamné. Donc, on est dans un bis-bi. Ce n'est pas simple de trancher, mais je pense qu'il doit attendre sagement en prison. Et s'il peut faire des vidéos, je ne sais même pas s'ils vont lui accorder, puisque sinon tous les prisonniers peuvent faire des vidéos et envoyer sur les réseaux sociaux. Donc, l'un ne vaut pas plus que l'autre. Donc, il doit attendre jusqu'à ce que l'élection présidentielle. Maintenant, si un président
est élu et qu'il est en prison. Je pense qu'il y a d'autres dispositions de la loi que je ne maîtrise pas du tout. C'est ce qui a existé ailleurs dans le passé. Je pense que ça doit déjà exister. Je crois que Madiba a quitté la prison pour le palais. Alors, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas qu'Amadou comme candidat, même si Amadou Ba est le candidat officiel. On a d'autres comme Aly Ngouille Ndiaye, on a Mame Boye Diao et tant d'autres. Certains disent que si le président Macky Sall a laissé passer ses candidats, c'est parce que lui, son candidat, n'est pas Amadou Ba. Vous en pensez quoi exactement? Le choix de Amadou Ba, c'est un choix de raison, c'est pas un choix de cœur. Il y a plusieurs critères qui ont été définis par les chefs de parti. Et donc, le Parti socialiste était toujours un acteur majeur dans cette réflexion-là et dans cette décision. Et donc, il y avait une ouverture de candidature qui avait été faite et Amadou Ba avait postulé, comme Aly Ngouille Ndiaye et d'autres, Alioune Daouda Diallo, Mame Boye Diao et d'autres. Et donc, des entretiens ont eu lieu. Il y avait le camarade Moustapha Niasse et la secrétaire générale du PS, Aminata Mbengue Ndiaye, qui avait auditionné tous ces candidats-là. Et donc, il y avait un protocole d'accord qui avait été proposé et que les candidats potentiels devaient signer. Il y avait un pacte. Et donc, tous, ils étaient d'accord. Maintenant, après audition et aussi des consultations, parce qu'il y a des consultations officielles et officieuses, parce qu'on n'était pas allé en primaire. Donc, le nom de Amadou Ba sortait le plus sur le candidat potentiel qui peut faire gagner la majorité présidentielle. En tout cas, un maillage national Sénégal. Et donc, d'où la raison que Amadou Ba a été choisi, sélectionné parmi tous ces candidats-là. Maintenant, les autres, ils ont leur liberté de militantisme. Ils n'étaient pas choisis. Ils ont le droit de partir. Mais c'est dommage, mais c'est comme ça. À propos de ces élections, la plupart des Sénégalais disent que c'était d'ailleurs le slogan du parti PASTEF. L'ex-parti PASTEF. Bon. La loi a dissous ce parti, donc ça n'existe plus. Voilà. Ils disent sans Sonko, il n'y a pas d'élection. D'autant plus qu'on a entendu un des anciens premiers ministres, Hadjibou Soumaré, faire une sortie cette semaine en disant qu'il y avait des bruits de couloirs, comme quoi on risquait de repousser ces élections. Non, je pense que... en tout cas, nous, au sein de la majorité présidentielle, on ne va pas nous faire distraire, sincèrement. Le Sénégal a un calendrier, un agenda politique qu'il doit tenir et respecter parce qu'il y a beaucoup d'autres décisions qui doivent être prises derrière. Et aujourd'hui, la procédure est lancée, les parrainages sont faits. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a tranché au niveau des candidats, sachant qu'il y avait plus de 265 Sénégalais qui voulaient être candidats. Au Conseil constitutionnel, il y en a eu 96 ou 95 qui ont déposé. Aujourd'hui, nous en sommes à 20 candidats, donc je pense que c'est une élection inclusive. Il n'y a plus de raison, à mon avis, de dire... Personne n'est indispensable. Hein. Au cimetière, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas et qu'on croyait qu'ils n'étaient pas indispensables. Donc, Sonko n'est pas le seul Sénégalais qui peut régler le Sénégal. C'est chacun d'entre nous avec sa part de participation. Donc, nous n'avons pas l'intention de repousser l'élection. Il aura bien lieu le 25 février. Hadjibou Soumaré... Bien vrai que c'est un ex-premier ministre, il peut avoir des informations, mais on dit, mais tout ça ne tient pas du tout. Nous, actuellement, on est dans la commission électorale au niveau du consulat. Les Sénégalais viennent récupérer leurs cartes et se préparent le 25 février à venir voter pour le candidat de leur choix, dans le respect de chacun et dans une bonne convivialité qu'on nous connaît, dans l'esprit sénégalais fraternel, et ainsi choisir un président en remplacement du président Macky Sall. Alors, pour cette fois-ci aussi, on aura une élection où le président sortant n'est pas candidat. Et ce qui d'ailleurs a été l'objet de beaucoup de bruit au Sénégal, parce qu'on pensait que le président Macky Sall allait briguer un troisième mandat, parce qu'il n'était pas aussi clair sur cette question. Alors, vous, est-ce que vous pensez que cette décision de renoncer à une candidature renforce aujourd'hui la démocratie sénégalaise ? C'est une très belle démonstration
de la capacité résiliente de la communauté sénégalaise. D'où, quand je disais tout à l'heure que Senghor, le père de la nation, a bâti une nation. Alors, si tu me permets, je vais donner juste un exemple. J'ai échangé avec une dame qui travaillait chez Air France et qui a connu Senghor. Et donc, dans nos discussions, il me disait, au Sénégal, il y a des hommes grands, mais des grands hommes, il n'y en a plus beaucoup. Et ça voulait dire beaucoup de choses. Et d'où, quand le président Macky Sall, avec l'opposition qui a fait tambour battant sur cette notion de troisième mandat, pensant qu'il veut briguer un troisième mandat, bien vrai qu'il avait le droit, parce qu'il y avait la Constitution et que la loi n'était pas rétroactive, donc il était sur son premier quinquennat, donc il avait droit à un deuxième quinquennat. Mais comme il avait promis de ne pas faire plus de 2 mandats, il avait déjà dit qu'il ne le ferait pas. Mais l'opposition choisissait ce terme comme cheval de bataille, et le président Macky Sall a un calendrier et des objectifs, et aussi un groupe politique qu'il doit tenir. Et toutes ces raisons-là font qu'il a dit qu'il se prononcerait au bon moment. Et il avait déjà promis, et au bon moment, il allait se prononcer. Mais entre-temps, on a vu des militants de la paix ou même de la coalition Benno Bokk Yakaar qui avaient soutenu la thèse selon laquelle le président n'avait pas droit à un troisième mandat. Ils avaient été exclus ou déchargés de leurs responsabilités, alors que ceux qui soutenaient le contraire étaient réconfortés, ils n'étaient pas inquiétés. Cela ne prouvait-il pas que le président avait quelque part une intention de se représenter pour une troisième fois? Non, en fait, c'est une question d'autorité aussi, parce que quand vous êtes le président de la République et que vous prenez des gens par confiance, ils doivent s'occuper des missions qui leur sont confiées. Donc raison pour laquelle ce pays, on ne peut pas le laisser à des apprentis politiques. Vous êtes dans une mission, concentrez-vous dans votre mission et faites confiance au président qui vous a fait confiance. Donc vous avez ce poste parce que le président a les prérogatives que lui donne la Constitution, et d'où le vote des Sénégalais qui lui élisent président de la République du Sénégal. Donc il vous fait confiance, il vous missionne. Donc vous, votre rôle, c'est de le faire confiance en retour, puisqu'il a dit qu'il se prononcerait au moment. Et si vous êtes dans la négation, c'est comme si vous vous opposez au président, et donc le pouvoir se faisant, il peut vous démettre de vos fonctions, et si vous aurez plus le temps de pouvoir s'occuper s'il fera un troisième mandat ou pas. Ce qui disait, s'il le veut, il peut briguer un troisième mandat, c'est une forme de reconnaissance, de confiance et de loyauté. Et donc, le président pouvait les laisser dans leur mission, mais même au dernier moment, les élus locaux venaient pour lui demander de briguer encore un mandat, mais il ne l'a pas fait. Donc, le président, c'est quelqu'un... Et d'ailleurs, on peut, nous tous, je pense, lui rendre des lettres de noblesse, parce qu'en disant qu'il ne sera pas candidat, toute la classe internationale l'a salué, et aussi les Sénégalais sont très fiers qu'il ne brigue pas un deuxième quinquennat, d'où pas de troisième mandat. Alors, il paraît que l'émission ne tire pas à sa fin. Donc, vous parlez d'apprentis politiques à chaque fois que vous parlez de l'opposition, alors que certains observateurs aujourd'hui pensent qu'une validation d'un seul candidat venu de l'opposition, à l'occurrence de l'ex-parti PASTEF, pourrait faire perdre l'élection à la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette opposition a 3 ou 4 candidats sérieux. Est-ce que, honnêtement, vous n'avez pas un peu peur de ces candidats de l'opposition? Non, nous n'avons pas peur, mais c'est des élections. Ça ne se gagne pas d'avance, ça se gagne sur le terrain et une bonne stratégie. Nous, notre majorité présidentielle existe depuis plus de 12 ans et nous avons gagné toutes les élections que nous avions participé au niveau global. Aujourd'hui, l'opposition, comme vous le dites, ils sont divisés, ils ont 3 ou 4 candidats, donc il leur faut 3 ou 4 contingents pour pouvoir battre campagne, 3 ou 4 moyens de financement pour faire campagne. Donc, leurs chances de gagner ne nous perturbent pas puisqu'ils seront divisés en 4 et nous leur souhaitons beaucoup de chance. Merci. Et nous souhaitons, en tout cas, que tous les Sénégalais soient mobilisés. Nous allons exploiter du pétrole, du gaz et le Sénégal a besoin de ces ressources-là pour mieux se développer. N'entrons pas dans des velléités qui peuvent déraper, qui peuvent rendre le Sénégal instable.
Et la paix a un prix. Et soyons prêts pour que le Sénégal réussisse comme tous les grands pays qui sont développés grâce au pétrole et au gaz. Merci Khadim d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Merci Allez, à vous on tous. va se quitter. On va se dire tout simplement rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Toujours sur la même fréquence, le 88.1 Campus Bordeaux. C'était un plaisir de te retrouver, Khadim. Plaisir partagé. Voilà, et puis nous souhaitons la paix au Sénégal surtout. Surtout la paix et la stabilité. Merci. 波尔多少元 88.1